Sunday Night Production. Vous vous demandez si ça vaut le coup de regarder Falcon et le Soldat de l'Hiver, la série de Marvel disponible sur Disney+, ou au contraire, vous l'avez vu et souhaitez en connaître les coulisses, les petites infos qui feront mouche pour votre prochain dîner entre amis, eh bien restez avec nous, on va tout vous dire et à la fin, durant le cliffhanger, vous connaîtrez notre verdict, faut-il oui ou non regarder Falcon et le Soldat de l'Hiver ? Bienvenue dans l'épisode 1, ce nouveau podcast entièrement consacré aux séries. Je m'appelle Aurélien Rapatel et je suis là avec mon équipe de serial killers pour vous éclairer sur cet univers sans fin. Que vous soyez un grand fan de séries ou au contraire un amateur, que vous souhaitiez tout savoir sur leurs coulisses ou que vous n'ayez tout simplement pas le temps de tout regarder, eh bien ce podcast est fait pour vous. On va décortiquer les séries, les analyser, vous donner nos avis précis. Vous ressortirez de ce podcast en étant un véritable expert. Peut-être aussi expert que nos serial killers qui m'accompagnent et que je vous présente tout de suite. La première serial killeuse est une productrice qui adore paraphraser Game of Thrones en disant « Quand on joue au jeu d'épisode 1, soit on gagne, soit on meurt ». C'est Elsa Morel. Hein. Du coup, tout le monde est mort à côté de moi. À toquer de moi. Ça commence bien. Notre second serial killer est un producteur artistique de télévision. Quand on sait qu'il a travaillé sur la série Kaamelott, on comprend mieux pourquoi il trône majestueusement pendant le podcast. C'est Florian Guillaume. Waouh, et aucune réflexion sur mon âge. C'est magnifique. C'est quand même une très vieille série, Kaamelott. C'est une des meilleures séries françaises. Bonne série. Vieille quand même. Et finalement, nous retrouvons une serial killeuse attachée de presse qui aurait aimé être une super héroïne. Et si par affront Marvel ne le faisait pas, elle sera quand même la super héroïne de nos cœurs. C'était Emma Salvarelli. C'était sympa aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Écoute, il faut se faire plaisir. On a enchaîné 3 émissions d'affilée là, 3 week-ends, 3 dimanches où on est là. Donc j'avais plus d'inspi à la fin. Je me suis dit je vais être gentil. Ça t'a fait mal au cœur. Un jour, faudra qu'on fasse la présentation d'Aurélien. C'est avec grand plaisir. J'ai hâte d'écouter ça. Aujourd'hui, en tout cas, c'est donc Falcon et le Soldat de l'Hiver, la nouvelle série Marvel qui est disponible sur Disney+, qu'on va décortiquer. Mais avant ça, je sais que vous êtes impatients de nous donner plein d'avis, mais on va se faire quand même un petit tour de l'actualité des séries à travers le monde. On sait que tout va très vite. Alors, reconduction, annulation, casting, tournage, info exclusive, vous allez tout savoir grâce au journal des séries qui s'appelle l'Unagi News et qui est présenté par Emma Salvarelli. Unagi est une sorte d'état de totale conscience des choses. Bonjour à tous, on commence avec une bonne nouvelle. Si on n'a toujours pas le titre pour la 10e et prochaine saison de l'anthologie American Horror Story, son créateur Ryan Murphy a dévoilé un nouveau venu dans cet univers qui n'est autre que Macaulay Culkin. Il est d'ailleurs l'interprète de Kevin avec Maman, j'ai raté l'avion. Il y a une photo qui a été dévoilée il n'y a pas très longtemps que vous pouvez aller voir dès maintenant sur internet. Le féminisme prend sa place chez Apple TV+. Ils ont commandé une anthologie entièrement menée par un casting féminin avec notamment en héroïne Nicole Kidman. Wow, je vais dire Kidman Nicole. Ça marche aussi. Ça marche. La série s'appelle Roar et sera adaptée d'un recueil de nouvelles. 8 épisodes de 30 minutes sont prévus pour cette première saison, épisodes qui fluctueront à travers les genres et qui seront racontés uniquement d'un point de vue féminin. Ça fait du bien de voir un peu de female gate. Et est-ce que vous saviez où on en est pour les Simpsons ? Non, pas du tout. Eh bien, sachez que dans quelques semaines seulement, la Fox va diffuser son 700e épisode. On est déjà au 700e, mais ce n'est pas tout car les Simpsons sont renouvelés pour 2 saisons supplémentaires, donc on en a au moins jusqu'à 2023 avec des saisons 33 et 34. Homer a d'ailleurs fait remarquer qu'avec un peu de chance, la série serait bientôt plus vieille que lui. Enfin, c'est l'annonce choc de ces derniers jours. Le film Palme d'Or à Cannes, Oscar du meilleur film l'année dernière, Parasite, va être adapté en mini-série. Aux commandes, on retrouvera les réalisateurs et scénaristes du film Bong Joon-ho avec Adam McKay, producteur de Succession. C'est l'un des projets les plus prisés du moment et c'est ni de Netflix ni d'Amazon Prime, mais c'est HBO qui l'a décroché. Bah, c'est intéressant parce qu'Adam McKay, c'est un excellent réalisateur. Il avait fait il a écrit et réalisé le film Vice notamment, qui était super. Donc j'ai hâte de découvrir ça vous aussi. Ça vous intéresse Ah oui, de autant ouf, carrément. J'ai hâte de voir ça, surtout que j'avais adoré Parasite, donc en mini-série. Mais alors je me demande un peu sur quoi il va... En quoi il va innover. Ouais, c'est ça. C'est incroyable la destinée de ce film qui a eu des prix à travers le monde et qui maintenant continue son... Est-ce que vous l'avez vu en noir et blanc ?
Non. Ah non. Non. La Vu qu'il version avait- Chrome, ouais. quand- Et ben moi j'ai eu l'occasion et franchement, si vous pouvez le voir en noir et blanc, c'est une pépite, même mieux que la version originale, je trouve, en noir et blanc. Ah ouais. D'accord, c'est recommandé. Est-ce que vous voulez réagir sur d'autres news Moi, je je trouvais qu'elles étaient très bien, toutes ces news. Elles étaient très Bravo, Emma. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui regardent American Horror Story en dehors de moi? Parce que moi j'adore. Et, Moi. Ah, toi aussi? Bon, bah, voilà. j'adore, j'ai Et trop t'as hâte de voir cette saison 10? Bah surtout que lui, je le vois bien, Macaulay Culkin, je le vois bien dans American Horror Story. Ouais. Enfin, je trouve que ça pourrait être très cool avec lui. Ça va le faire, très bien. Et d'autres news, Bah, Elsa? Apple TV, c'est eux qui avaient fait le Morning Show déjà, donc Oui, ils sont dans exactement. une veine assez lancée sur le féminisme, sur Ouais. les personnages Et avec féminins. des grandes actrices, il Ouais, y a Jennifer Nicole Aniston, Kidman, là, Reese et la Witherspoon, Steve Carell dans Morning Show, Ouais. et là donc Nicole Kidman, qui était déjà dans la série, je crois que c'est en France, elle est diffusée sur OCS, et aux États-Unis peut-être HBO, qui s'appelle The Undoing, je sais pas si HBO, en tout cas en France c'est sur OCS. Emma, oui. Mais d'ailleurs, la semaine dernière, je vous parlais avec Sky Rojo un peu du female gate et du point de vue de la prostitution vue par les femmes. Et je trouve ça de plus en plus imposant dans les séries et les films, le female gate. Et ça fait du bien, je trouve, d'avoir vraiment un regard féminin sur les choses parce que ça s'adapte. Et d'ailleurs, je sais pas si vous saviez, mais la série Sons of Anarchy, c'est une série qui va vraiment respecter les règles du female gate, si je peux dire ça, alors que c'est une série où on s'y attendrait absolument pas parce que c'est misogyne, que c'est vraiment basé sur une histoire d'homme. Et je trouve ça hyper intéressant. D'accord, bah super, bon bah c'était de très bonnes infos. On va maintenant rentrer un peu dans le vif du sujet, donc en parlant de cette nouvelle série qui vient à peine de sortir sur Disney+, qui est diffusée au rythme d'un épisode par semaine, et série donc issue de l'univers Marvel. Et donc je vous propose, il est donc l'heure de passer. C'est Florian Guillot qui va commencer un peu les hostilités, qui d'ailleurs avec ses super pouvoirs va pouvoir remonter le temps pour nous parler des origines de Falcon et le soldat de l'hiver. La série est donc réalisée par Caris Cogland, écrite par Malcolm Spellman et produite par Kevin Feige. C'est le grand Manitou du Marvel Cinematic Universe. Alors pour répondre tout de suite à une question que vous vous posez, elle est basée sur un mélange de comics. Elle ne suit pas qu'un seul arc narratif et elle explore le monde de l'après-blip. Alors le blip, en français éclipse, c'est la période pendant laquelle Thanos a réussi son plan d'exterminer la moitié de la population terrienne. Il s'agit d'une série d'action qui met en lumière deux héros qui n'ont en commun que le fait d'avoir été l'un et l'autre les meilleurs amis de Captain America. Mais on ne sait pas du tout si entre eux, ils vont être amis. Ils avaient juste une personne en commun. Alors oui, il y a de l'action, des acteurs plutôt charmants et suffisamment d'easter eggs pour étouffer un fan de BD. La volonté, comme d'habitude, c'est qu'elle plaise aussi bien aux obsédés du Marvel Cinematic Universe, du MCU, qu'aux téléspectateurs occasionnels. Je pense qu'on pourra discuter du fait que ce soit réussi ou non. Pour parler un petit peu du showrunner Malcolm Spellman, à l'origine de ce projet, retenez bien son nom parce que vous n'allez pas cesser de le voir en 2021. C'est un producteur et scénariste aux multiples talents qui marque son territoire à Hollywood en ce moment, avec un déluge de projets de premier plan qui vont paraître cette année, comme une série documentaire sur la culture hip-hop ou une série policière sur Apple TV+. Il a été scénariste sur Empire en 2015 et pourquoi je vous dis ça, c'est parce qu'il a ouvert la voie aux œuvres avec des rôles de premier plan pour les Noirs. Spellman espère d'ailleurs, c'est lui qui le dit, que la série aura un impact positif sur les jeunes Noirs, de la même manière que Black Panther en 2018 a affecté son neveu qui est fier de porter son costume de T'Challa tous les jours. Malcolm Spellman, il a grandi avec les bandes dessinées, mais il a failli rater l'occasion de faire partie de cet énorme projet Marvel. Il s'est battu avec acharnement pour obtenir ce poste très convoité et il a fait partie du groupe restreint de scénaristes choisis pour développer leur projet avec un dirigeant de Marvel. Parce que sur les projets Marvel, c'est comme ça que ça se passe. On prend des scénaristes, des créatifs qui sont associés à des producteurs de chez Marvel. Spellman s'est donc associé à Nate Moore, le vice-président de la production et du développement chez Marvel Studios, pour développer sa vision, sa version de Falcon et le soldat de l'hiver. Cependant, lorsqu'il a dû vendre son idée au grand chef Kevin Feige, il a souffert d'une migraine chronique qui, là souvent, il s'est complètement raté dans sa présentation finale. Alors même si la rencontre avec Feige ne s'est pas bien passée, Spellman a décroché le poste parce que Nate Moore, qui croyait en ce que ce scénariste avait à dire, a plaidé en sa faveur en coulisses. Et ce qu'il avait à dire, la majeure partie de son histoire, c'est qu'il voulait que la race fasse partie intégrante de l'histoire, qu'elle soit centrale, et c'est ça qui a fait pencher la balance. Le showrunner Malcolm Spellman, il a aussi voulu ancrer cette série dans le réel, avec des questions sociopolitiques percutantes, parce que selon lui, je le cite, les séries Marvel vont là où les films Marvel ne peuvent pas aller.
Donc bien que Bucky Barnes et Sam Wilson, respectivement le soldat de l'hiver et Falcon, fassent partie intégrante de la saga Infinity, nous voyons peu leur côté humain dans les films. Avec cette série, justement, l'ambition est de se poser sur les personnages et de découvrir une facette 2 avec un petit peu plus de légèreté. Malcolm Spellman tient aussi à préciser qu'il s'agit d'une série qui se déroule ici et maintenant. Avengers Endgame, on le sait tous, s'est conclu avec Steve Rogers qui remettait son bouclier et le manteau de Captain America à Sam Wilson. Mais ce qu'on veut savoir avec cette série, c'est qu'est-ce que ça signifie réellement ? Pas seulement pour Sam, qui est un noir à qui on demande de porter et de brandir une bannière étoilée, mais pour le reste du monde. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on ait un Captain America qui soit noir ? Ce genre de questions alimente Falcon et le soldat de l'hiver, et Malcolm Spellman affirme que ce genre de questions vont continuer à alimenter la prochaine phase du MCU dans les films. Pour ancrer une série dans le réel, il faut aussi se poser des questions concrètes, et c'est ce qui est fait dans la série, c'est ce qu'ils veulent faire en tout cas. Les Avengers sont-ils payés ? Qu'est-ce que ça fait de revenir après 5 ans de disparition à cause de Thanos ? On nous dit aussi que des éléments très concrets, très terre-à-terre, comme la pandémie de Covid-19 ou le sort réservé aux Noirs aux États-Unis, vont transpirer dans cette série. Du point de vue des méchants, toujours pareil, tous les méchants de cette série sont confrontés aux problèmes de leur époque. Tous les méchants de cette série croient qu'ils sont des héros et leurs arguments pour justifier leur statut de héros sont très très convaincants. L'idée était de ne pas diaboliser aucun d'entre eux et peut-être que certains téléspectateurs vont soutenir certains des méchants et c'est en tout cas l'ambition de cette série. Marvel entre dans sa prochaine phase. Dernier point, il voulait que les héros aient l'impression d'être de notre temps. On ne voulait pas des héros qui combattent le crime il y a 20 ou 30 ans, où ils étaient surpuissants. Là, l'ADN, la façon dont ils marchent, dont ils parlent, ce qu'ils croient, ce qu'ils ont vécu, tout devait trouver un écho auprès des jeunes et des moins jeunes des années 2020, parce que c'est ça le cœur de la prochaine phase du MCU. Pour terminer, le showrunner de la série a clairement indiqué que cette série n'allait pas avoir peur des questions et des réponses difficiles. Je le cite, Malcolm Spellman, « Black Panther l'a prouvé, si vous faites en sorte que ce soit amusant et divertissant, vous pouvez aussi faire en sorte que ce soit honnête et pertinent. » Merci beaucoup Florian pour toutes ces origines autour de la série Falcon et le soldat de l'hiver. Déjà, Emma, est-ce que tu peux nous résumer ce premier épisode de cette série ? Avec plaisir. Donc ce premier épisode nous fait, en fait c'est une entrée en matière après Infinity Wars, donc c'est 5 ans... Après Endgame. Endgame, excuse-moi, merci. Après Endgame, donc 5 ans après que Falcon et le soldat de l'hiver aient disparu, qu'est-ce qui s'est passé ? Surtout après la mort de Captain America, c'est pas un spoil, c'est dit dès le début du premier épisode. Et comme disait Florian, voilà tous les enjeux que ça va avec et le côté plus personnel d'être un héros, qu'est-ce que c'est dans une vie plus quotidienne d'être un Avengers. Elsa, si ce n'était pour ce podcast-là, est-ce que tu aurais regardé Falcon ou pas ? Alors moi, je suis très intéressée par le soldat de l'hiver, mais un peu moins par le Falcon. Donc j'aurais quand même regardé pour le côté soldat de l'hiver, donc ouais, j'aurais regardé. 1 sur 2, bon ça va, ils font bien de réunir Voilà. des super-héros ensemble. Non mais oui, c'est bien trouvé Ils sont de sûrs ce côté-là. de toucher plus de public. Florian, toi, t'avais aimé WandaVision. Est-ce que tu t'attendais à ce que Falcon et le soldat de l'hiver, ça ressemble à ça après ? Alors, moi j'avais très envie de regarder Falcon et le soldat de l'hiver parce que je suis tout ce qui se fait chez Marvel et je pense que j'avais adoré effectivement WandaVision et je pense que c'est très difficile de passer après WandaVision. Alors de la même façon, je trouve que l'épisode 1 de Falcon et le soldat de l'hiver est un peu déstabilisant, voire un peu poussif. On voit à quel point c'est difficile de passer après WandaVision. Cette série aussi avait un début un petit peu laborieux, en tout cas lent. Mais différent, ouais, très différent. Très différent, déjà par le format. On avait une série WandaVision avec des épisodes plutôt courts de 22-25 minutes. Là, on est sur un épisode beaucoup plus long de 45-47 minutes. Mais j'étais très intéressé pour voir cette série-là. Je pense qu'elle va être très différente de WandaVision, justement parce qu'on aura moins de théories à faire dessus et qu'on va être sur une narration peut-être un petit peu plus classique. Elsa ? Mais à l'origine, Falcon et le soldat de l'hiver, ça devait sortir avant WandaVision, oui. mais il y a eu des problèmes à cause de la production, je vais en parler. Mais en fait, je trouve que c'est beaucoup plus classique dans sa forme par rapport à ce qu'on connaît de Marvel. Donc moi, ça m'a pas vraiment... Enfin, je m'attendais à ce que ça ressemble à ça, mais je dirais même que c'est WandaVision qui a un peu le côté étonnant. C'est presque qui dénote un peu. Donc, Emma ? Moi je pense que déjà si, comme tu le dis, c'était sorti avant WandaVision, personnellement mon avis aurait sûrement complètement changé parce que ça a beaucoup influencé, parce que WandaVision m'offrait quelque chose de complètement nouveau
Et là, justement, je dirais, mais ça a changé mon point de vue. Et Dieu sait que je suis une fan de Marvel et que c'est pour ça que j'avais hâte de voir les nouveautés, parce que dans le fond, j'avais pas envie que ça se termine, Marvel. Mais là, voilà. Non, mais je comprends. C'est vrai qu'en fait, WandaVision, il y avait un parti pré artistique qui était très fort. Et même la seconde partie où ils avaient lâché un peu ce côté parodie de série était quand même. Il y avait des enjeux qui étaient très forts. Là, on commence quand même sur un premier épisode où il n'y a pas d'enjeu. Il y a vraiment très peu d'enjeux dans ce premier épisode. Ça vous a embêté ou pas, Emma? Tiens, revenons vers toi. Ok, très bien. Très bien, Emma. Ouais, franchement, ça m'a embêté parce que d'un côté, je comprends, parce que c'est un premier épisode. Il faut remettre du contexte. Parce que c'est important, surtout que ça fait un moment que Endgame et Infinity War sont sortis. Donc voilà. Mais sincèrement, c'était long, quoi. On peut Florian. Moi, je trouve qu'effectivement, c'est un épisode qui est très, très, très introductif, surtout pour une série qui est en 6 épisodes, donc il va falloir envoyer un petit peu de bois par la suite. Mais je trouve que quand même, je l'ai trouvé très intéressant. On a une très grosse scène d'action introductive. Ça m'a fait penser au film de Bryan Singer, qui fait pratiquement tout le temps ça, notamment dans X-Men 2 où on a une énorme scène d'action avec Diablo dans les couloirs de la Maison Blanche, et il signe souvent ces films comme ça. Là, on nous met tout de suite dans le bain avec beaucoup d'action. Il y avait même un petit côté de James Bond. Il y a énormément d'action, il y a énormément de voyages. En un seul épisode, on voit beaucoup de villes, beaucoup de pays. On a Falcon qui sauve la victime à 2 mètres de la frontière. Ça nous fait penser à James Bond quand à chaque fois il arrive à désamorcer la bombe à 2 secondes de la fin. Il y avait beaucoup de tension, un montage qui est dynamique. Moi j'ai trouvé ça intéressant, même si c'était très introductif. Il y a quand même des très bons points. Emma. Moi, pour rebondir sur ce que tu dis, effectivement, il se passe beaucoup de choses, mais j'ai l'impression qu'il se passe rien en même temps. Enfin, il y a beaucoup d'éléments qui sont apportés, mais dans le fond, je trouve qu'il se passe pas grand-chose. Et ce qui fait que je regardais, je me disais, ok, mais on va où? Enfin, ça me laissait un peu dubitatif, parce que je me disais, ok, ça m'ennuyait, quoi, concrètement. Elsa. Mais il y a presque un côté social dans ce premier épisode. Le but, c'est d'explorer la psychologie et les conséquences de ses actes et de ce que ça engendre d'être un héros ou avoir des pouvoirs. Donc c'est vrai que c'est un peu, comment dire, c'est un peu introductif, mais je pense que c'est nécessaire parce que, comme l'a dit Florian, ils veulent vraiment ancrer ça dans le réel, donc je pense que c'était nécessaire. Après, effectivement, si on s'attend à tout de suite voir Falcon et le Soldat de l'Hiver tout péter ensemble, c'est sûr qu'il faut pas. Enfin, le premier épisode, c'est pas ça. C'est pas dedans. D'ailleurs, on peut le dire, ils se rencontrent même pas dans ce Non. premier épisode. Ils sont jamais ensemble. Emma, oui. Ouais, je souffle beaucoup depuis tout à l'heure, mais s'il y a bien quelque chose que j'ai apprécié quand même dans l'épisode, c'est que moi, depuis que j'ai vu The Boys, par exemple, j'ai une vision des super-héros qui a complètement changé. C'est The Boys, pour contextualiser, ouais, voilà. c'est une série qui est disponible sur Prime Video sur des super-héros qui sont montrés à l'heure d'aujourd'hui un peu, et qui, en fait, comme s'ils étaient vraiment très réels, et ça. qui souffraient aussi de certains, il y en a certains qui sont accusés d'agression sexuelle, d'autres ils sont, en fait, Plus c'est vraiment réels. des mauvais super. Le principe, c'est de dire Humainement, pourquoi ouais. est-ce qu'un super-héros serait forcément un modèle de vertu. Voilà, c'est ça. Et c'est l'inverse. Les du coup, super-héros c'est- peuvent avoir aussi des défauts, peuvent courir après la célébrité et utiliser leur pouvoir à de mauvaises fins. Voilà. C'est ça. Et du coup, du tu coup, faisais sur. Voilà, du coup, ça m'a un peu brisé, et ça m'a un peu brisé les stéréotypes que j'avais sur les héros et ce que je pouvais apprécier par exemple chez Marvel. Et j'ai du coup beaucoup apprécié cet aspect beaucoup plus réaliste et une vie plus quotidienne et un côté plus humain de cette série, parce que ça nous ancre plus, comme c'était voulu et que tu nous as dit Florian, pardon, ça nous ancre plus dans la réalité et de notre société actuelle. Donc ça, c'est réussi pour le coup. Merci Emma. Elsa, tu voulais dire quelque chose? Oui, mais ces 2 héros, ils sont complètement différents parce qu'on voit le Soldat de l'Hiver qui est rongé par la culpabilité, qui a un côté beaucoup plus noir. Névrosé, ouais. Névrosé. Alors que le personnage de Sam Wilson, donc le Falcon, lui, moi, ce que j'ai pas aimé, c'est qu'il est trop, comme dirait Florian, un modèle de vertu. Tu dis souvent ça. Et c'est vrai que il est trop parfait, il est trop, il est trop dans la généreux, il est trop dans la morale. Et moi, ça m'a ennuyé dans cet épisode. Par contre, j'ai adoré toute la partie sur Bucky. Pour le coup, il reprend l'héritage de Captain America, qui était la surpuissance du modèle de vertu. Vraiment toujours très, très à cheval sur les principes,
sur ses principes. Emma, oui. Moi, je voudrais faire aussi un petit big up au rôle de la sœur de Sam, que je trouve excellente dedans et qui montre un point de vue qui est très peu abordé dans les films de super-héros. C'est la famille, dans le sens où tout le monde voit les super-héros en mode c'est génial, ils se battent pour leur patrie, ils se battent pour l'armée, sauf qu'à côté, ils laissent des gens et c'est un point de vue qu'on n'aborde pas. C'est que ça peut paraître égoïste d'un certain point de vue et j'ai trouvé ça du coup super intéressant. Une dernière chose, Florian. Je suis d'accord avec Emma, on peut vraiment féliciter l'actrice qui joue la sœur de Sam, et notamment dans cette scène de la banque où ils vont essayer de chercher un prêt. Moi je trouve que cette scène elle est fantastique. Et juste pour revenir sur ce que disait juste avant Elsa par rapport à Sam, je pense que justement son personnage il a toujours été dans l'ombre de Captain America, et la série va porter là-dessus. On va essayer de donner une chance à Sam en tant qu'homme noir d'être un héros à part entière sans l'ombre de Steve Rogers, et essayer de lui permettre d'accéder à qui il est. Et moi je trouve ça du coup très intéressant, mais on est obligé de passer par cette phase où pour l'instant il est encore peut-être un petit peu lisse, mais il va se révéler petit à petit, parce que ce qu'il a fait là dans cet épisode, c'est qu'il a refusé le bouclier de Captain America, et il y a d'ailleurs un très gros twist à la fin qui va lui permettre de se révéler et de partir un peu sur une quête. Donc je pense qu'il va se passer des choses. Et pour Bucky, ce qui est intéressant, c'est qu'on sait très bien que c'est un personnage qui a donc 106 ans, qu'il a fait pendant 70-80 ans des horreurs, des abominations quand il était contrôlé par Hydra, et on peut, juste en sachant ce qu'il a fait à la famille de Tony Stark, puisque c'est raconté dans les films, on peut imaginer le nombre d'autres familles qu'il a détruites. Et donc on a un personnage dont on sait depuis longtemps dans les films qu'il a un background très lourd. On va juste le dérouler maintenant, donc il va forcément se passer des choses, et ça ne peut pas rester aussi lisse que ça l'a peut-être été dans cet épisode 1. Pour les deux personnages, il y a d'énormes quêtes à résoudre. Bon Elsa, je me tourne maintenant vers toi parce qu'il y a quand même une séquence d'introduction, on l'a dit, en combat en plein air, des explosions, des ailes, une main de fer, ça doit pas être donné tout ça. Donc tu vas un peu nous éclairer sur la production de la série. Et oui, puisqu'on entend le son du cash money, parlons-en. Falcon et le soldat de l'hiver et ses 6 épisodes ont un coût estimé à 150 millions de dollars, soit environ 25 millions de dollars par épisode, et ça se voit. Marvel a décidément eu envie de mettre les petits plats dans les grands, mais normal, me direz-vous, Normal. Lorsqu'on a une équipe de 250 personnes sur le plateau. D'ailleurs, la série, souhaitant en mettre plein la vue aux spectateurs, elle a recruté le directeur artistique d'Adventure Infinity War et d'Endgame. Par rapport au lieu de tournage, on peut dire que la série n'a pas hésité à se déplacer. C'est ainsi que le tournage a commencé le 31 octobre 2019 à Atlanta, aux États-Unis, qui est une ville bien connue de la production du MCU, puisque d'autres séries telles que WandaVision et Loki ont aussi été tournées là-bas. Pour ce qui est de l'Europe, le tournage a pris place à Prague en République tchèque afin de recréer quelques scènes du Moyen-Orient ainsi que de l'Europe de l'Est. Et il ne faut pas oublier un petit détour par New York, sinon ce n'est pas vraiment une série du MCU. Enfin, je vous épargne les pauses faites dans le tournage à cause du Covid, ou encore le fait que la série aurait dû aller tourner à Porto Rico, mais ce plan a été compromis en raison d'un tremblement de terre. Mais bon, la série est bien là maintenant, non sans embûches, l'important est qu'elle soit enfin diffusée. Pour ce qui est de la réalisation, c'est une femme qui est aux manettes de cette série testostéronée. Beaucoup de mal à dire ce mot. Il s'agit de Carrie Scotland, qui a notamment réalisé des épisodes pour la série Queer as Folk et The Loudest Voice, une série avec Russell Crowe. La réalisatrice, accompagnée par les scénaristes, n'ont pas approché la série comme une série, mais comme un film de 6 heures où il fallait trouver à quel endroit cutter pour marquer la fin d'un épisode. Tout ceci afin de prendre le temps d'étendre le traitement des personnages et de ne pas se sentir obligé de boucler la boucle à chaque épisode. Côté ambiance de tournage, celle-ci a été excellente d'après les dires des acteurs. Anthony Mackie disant notamment, je cite, « Ces films sont comme des camps d'été et cette série n'est pas différente. L'entente entre Sebastian Stan et Anthony Mackie s'est très bien passée, les acteurs n'hésitant pas à se taquiner, notamment lorsqu'Anthony Mackie déclare dans une conférence de presse que lui et Sebastian Stan... J'ai dit Einstein, mais... C'est pas la même personne. Sébastien Stein, n'ont rien en commun, notamment parce que Sebastian Stein n'a pas l'esprit de compétition, alors qu'Anthony Mackie est un compétiteur féroce. Même si Anthony Mackie déclare « Nous nous poussons toujours mutuellement pour aller plus haut et plus loin ». Et je pense que cette philosophie a été nécessaire pour les scènes d'action et les cascades de la série qui n'ont pas été de tout repos. Sebastian Stein explique entre autres que les scènes d'action sont toujours plus poussées que ce qu'ils avaient pu faire dans les films jusqu'à présent. Les acteurs ont donc eu le droit à un entraînement intensif pour pouvoir réaliser leurs scènes, et ils ont aussi travaillé avec la même équipe de cascadeurs qui était sur les films Marvel.
Marvel. D'ailleurs, pour la scène d'ouverture dans les airs où Falcon doit sauver un otage, tout n'a pas été fait sur fond vert. La réalisatrice a trouvé une équipe de cascadeurs qui ont réellement pratiqué ce qu'on appelle un vol en wingsuit, de quoi donner le tournis. Et enfin, petit fun fact pour terminer, Anthony Mackie, comme son personnage de Sam Wilson, est originaire de la Louisiane, et du coup l'acteur voulait réellement manger des écrevisses devant la caméra, mais la production lui a refusé ce plaisir. On se demande pourquoi, peut-être pas assez glamour. Ça, c'est dommage, on aurait bien aimé le voir manger des écrevisses. Non mais déjà j'ai une question pour vous, est-ce que vous trouvez justement, on retourne comme on avait vu sur WandaVision, sur un précédent épisode, que c'est un budget énorme, c'est 25 millions par épisode, c'est ça? Ouais, Est-ce que ça se voit? Est-ce qu'on ressent le budget dans la série? Elsa, tu dis oui. Oui, par rapport à WandaVision, où je m'étais dit dès le premier épisode, mais où va cet argent? Mais après, je pense que par la suite, ça s'est montré. Ça arrivait ensuite. Mais là, Falcon, ils en ont mis dans plein les yeux dès le début, avec cette scène avec l'avion, elle est quand même assez vertigineuse. Donc pour moi, oui, ça se voit, ils ont voulu vraiment mettre les gros moyens. Florian. Exactement d'accord avec Elsa. Le budget pourrait passer simplement dans la première scène de 5-7 minutes, que ça m'aurait pas vraiment étonné. Il y a des effets spéciaux dans tous les sens. On est dans les airs et c'est assez réaliste et ça a une qualité vraiment cinématographique. En plus de ça, j'en parlais tout à l'heure, il y a énormément de voyages, donc il y a énormément de décors et on sait que c'est ça qui va rapidement coûter cher dans une production. Et puis par rapport à ce que disait Elsa, où les créateurs ont abordé cette série comme un grand film de 6 heures, je trouve que ça se sent vraiment parce qu'on n'essaye pas de tirer en longueur des histoires comme les anciennes séries Marvel, par exemple Agents of S.H.I.E.L.D., qui d'ailleurs n'avaient de Marvel que la licence parce qu'elles n'étaient pas faites par les gens de Marvel, elles n'étaient pas supervisées par Kevin Feige, elles n'étaient pas fondues dans un tout cohérent avec le MCU. Donc Agents of S.H.I.E.L.D., c'était vraiment une série qui avait un look des années 90 avec une petite histoire par épisode, avec un petit méchant par épisode. Là, les problématiques sont dans l'arc narratif principal, mais aussi hors il y a aussi des arcs secondaires, un petit peu au-delà des missions. On est un peu à côté du combat contre le grand méchant, donc je trouve qu'ils ont ça se ressent, ce que tu as dit, le fait que ça soit abordé comme un gros film, je trouve que ça se ressent. Emma? Moi, je l'ai pas ressenti de la même manière, j'ai ressenti parce que c'est long. C'est super long, c'est là où je me suis dit, j'ai connu, le problème c'est que je pense que je compare trop aux films, et parce que les films Marvel c'est en général 2 heures bien condensées où il se passe des choses. Là c'était 49 minutes où je me suis dit putain ça va être ça pendant 6 heures, et ça m'a fait peur, et ça me fait peur toujours, et voilà. Florian. C'est qu'en termes de proportion, je pense, un film de 6 heures, si on le ramène à ce qu'on connaît, un film de 1h30, donc là on a eu 49 minutes sur 6 heures. Si on ramène ça à un film d'1h30, 2 heures, bah ça fait de l'introduction sur 25 minutes, quoi. En gros, en termes de proportion, même pas 20 minutes. Oui. Donc ça me paraît pas déraisonnable. Moi, pour le coup, je trouve que c'est déraisonnable dans le sens où on n'écrit pas un film comme on écrit une série. Et si ça a été calculé de la même façon, quasiment en se disant on a 6 heures, on va prendre ces 6 heures comme un tout, je trouve ça du coup dommage qu'ils aient pas pensé que l'épisode 1, justement, c'est un autre sujet. L'épisode 1, il doit quand même faire en sorte de mettre en place les enjeux, les tensions, il y a ça un peu, mais je trouve que ça met carrément en place les enjeux et les toute tensions. la psychologie des personnages. Les Québécois, franchement, moi je trouve qu'il y a pas, c'est une vague menace, mais qui est vraiment très lointaine, et on n'est pas très impliqué. Encore une fois, auprès des personnages, oui, l'enjeu personnel du personnage d'Anthony Mackie, oui, pareil, suite Sebastian Stan, donc Soldat de l'hiver et Falcon, oui, mais l'enjeu qui va nourrir et qui, on imagine, va faire qu'ils vont se rassembler, pour l'instant, en tout cas sur cet épisode-là, il est vraiment très très lointain. Donc pour moi, je pense que c'est un défaut, Emma, oui. Parlons d'ailleurs de cette scène de combat. Effectivement, les effets spéciaux sont super, mais moi, je suis désolée, mais il y a des incohérences que je vois maintenant dans les films de super-héros qui m'énervent. Genre, par exemple, à quel moment les méchants attaquent un par un? À quel moment ça se passe réellement? Ça a toujours été. Oui, mais ça... c'est incohérent. Même si ça a toujours été, ça veut pas dire que c'est bien. Ouais. Et voilà. Et le fait qu'il mette sa combinaison pour s'envoler, le Québécois, en 5 secondes, alors qu'il était en train de se faire attaquer juste avant. Moi, je suis désolée, c'est des trucs, je regarde, je fais, mais oui, bien sûr, c'est toujours plus. Florian. Moi, je te trouve quand même dur, tu vois, parce que dans cet épisode 1, on a une énorme scène d'action qui n'a rien à envier à certaines scènes d'action cinématographiques. On a la mise en place du conflit de Bucky, où on voit qu'il a tué des personnes quand il était complètement sous contrôle de Hydra. On a la mise en place du conflit de Sam Wilson parce qu'il a refusé le bouclier de Captain America, et on voit que quelqu'un d'autre l'a pris, ou plutôt qu'on l'a donné à quelqu'un d'autre qui n'est pas de la même couleur de peau que lui. Et on a l'introduction
l'introduction de au moins 2 grands méchants. L'US Agent, qu'on voit à la fin, l'espèce de nouveau Captain America, il s'appelle John Walker, et dans les comics, c'est l'US Agent. Et on a aussi les Flag Smashers, cette espèce d'entité terroriste. Donc on a quand même, je trouve, beaucoup à se mettre sous la dent dans cet épisode 1. Il y a des éléments, effectivement. Après, dans ce que tu cites, par exemple, tu cites Bucky avec Hydra, on le savait déjà. Ça nous apprend absolument rien. On voit ses névroses, c'est intéressant, mais on n'apprend pas on savait déjà qu'il avait dû tuer des gens alors qu'il était oui, mais sous ça, c'est contrôle. la série. Ils vont nous raconter ce qu'il a fait. On sait qu'il l'a fait, mais on sait qu'il a tué plein de gens, mais on ne connaît pas les histoires, on va les apprendre. Moi, je trouve en tout cas vraiment, à partir de cet épisode-là, il y a pas énormément d'enjeux, c'est vraiment de l'installation sur 50 minutes, mais donc c'est dur de se projeter sur la suite de la série à partir de ce seul épisode, et pour moi c'est un peu un défaut, puisque un épisode 1, c'est quand même un épisode qui doit nous montrer un peu, qui doit nous permettre de comprendre où se dirige la série, quels vont être un peu les enjeux, et un peu quel est le nerf, quel est le pouls, quel va être le pouls de cette série-là. Je pense que le pouls de la série n'est pas du tout cet épisode-là. Et on pourrait comparer par rapport à WandaVision, où pareil, l'épisode 1 n'est pas du tout ce que va devenir la série, mais pour le coup, il y avait vraiment un parti pris chez WandaVision qu'il n'y a pas chez Falcon et le Soldat de l'Hiver, Elsa. Mais il faut pas oublier qu'après ces personnages ils vont être réunis, donc du coup la psychologie pourra peut-être moins être explorée parce que on va les traiter ensemble, donc je trouve ça intéressant de prendre le temps sur ce premier épisode de vraiment les explorer et vraiment mettre en place leurs enjeux propres, pardon. Florian. Moi je crois pas, je pense que le pouls ça va être celui-là, c'est-à-dire que c'est une série où on va prendre le temps. Un pouls très mou du coup. Peut-être, mais c'est quand je vous parlais des origines, c'est la volonté de faire quelque chose de social, de parler plus des conflits intérieurs des personnages plutôt qu'une grande lutte contre Thanos. Oui, mais tu nous citais, je crois que c'est toi ou Elsa, il y a l'un des deux qui nous citait, oui, c'est toi, le showrunner qui dit Black Panther l'a prouvé, si vous faites en sorte que ce soit amusant et divertissant, vous pouvez aussi, il faut de l'amusant et du divertissant. Mais pour pardon, l'instant, mais la scène à part de une scène d'action, d'action de 7 minutes au tout début, que d'ailleurs je trouve un peu longue pour le coup. Moi je me suis un peu ennuyé pendant cette scène d'action d'un moment, mais ça démarre quand même assez lentement. On n'a pas pour l'instant ce volet-là, je te dis, à part ponctuellement. C'est un peu lent peut-être, mais il y a des choses qui sont très frappantes. Par exemple, on a cet horrible personnage d'une espèce de sénateur à côté du colonel Rhodes, qui dans la scène où Sam Wilson rend le bouclier, l'applaudit et le félicite en lui disant bravo, c'est génial d'avoir fait ça. Et dans la seconde scène où on le voit, donc c'est tout à la fin, c'est cette même personne qui présente l'US Agent en disant on avait besoin d'un héros. Et donc on comprend qu'ils avaient envie et besoin d'un héros, mais qu'ils ne voulaient pas Sam, et de là à dire qu'ils ne voulaient pas d'un Captain America noir, il n'y a qu'un pas. Et donc je trouve ça très fort. Moi je pense qu'il va y avoir des thématiques fortes, mais en tout cas c'est plus au niveau de l'action. J'ai une question justement, on parle beaucoup de cet univers là, mais pour tous ceux qui sont pas fans du Marvel Cinematic Universe, ils vont arriver quand ils vont adhérer à cette série là ou pas? Alors, moi je me pose des questions parce que déjà il faut tout comprendre les enjeux, parce que tout n'est pas vraiment expliqué. Enfin, l'histoire qu'ils ont disparu pendant 5 ans, etc., c'est dit vite fait, mais c'est pas vrai. Je pense qu'il y a énormément de choses à apprendre et comprendre pour pouvoir vraiment suivre la série, donc je suis pas convaincue Ah ouais, t'as pas vu Endgame, tu sais pas de quoi, enfin tu comprends pas trop, donc soit t'es prêt à mettre ça de côté, donc tu comprends pas le contexte, soit non, effectivement tu comprends pas, et donc du coup tu captes moins l'intérêt de la série. Florian, oui. Tout comme ce qu'on avait dit pour WandaVision, où leur ambition c'était que tout le monde puisse regarder, ceux qui connaissent pas. J'avais déjà dit que je trouvais que ça, pour le coup, c'était pas réussi. Là, je suis d'accord avec les filles, ça ne l'est pas non plus, mais je pense que c'est quand même un tout petit peu moins compliqué à comprendre que WandaVision si on n'est pas un fan du MCU, je pense. Oui, parce que c'est plus une série de guerre. C'est moins une série de science-fiction, c'est plus une série de guerre. Ouais. C'est un peu comme Rogue One dans Star Wars. Rogue One, t'as pas vu Star Wars, tu peux le regarder quand même et ça te perturbe pas trop. Et voilà. Donc effectivement, mais quand même, vu qu'il y a un avant de cette série, ça reste compliqué. Et avant qu'on passe à ta partie, Emma, vous avez pensé quoi de la mise en scène, justement? C'est une réalisatrice, on l'a dit, qui réalise cet épisode. Ça vous a plu? Est-ce que c'est vraiment du Marvel un peu tout craché, ou est-ce qu'il y a une spécificité qu'il y avait dans WandaVision d'ailleurs? Il y avait quand même une marque un peu à la réalisation, surtout dans les premiers épisodes. Sur la fin de la saison, ça s'est un peu normalisé, mais il y avait une personnalité, Elsa, pour toi. C'est quand même très classique, je trouve. J'ai pas vu d'idée vraiment importante et innovante. C'est plutôt classique, on suit le récit, voilà, c'est noir quand il faut que ça soit noir, mais Emma.
c'est classique et en même temps, il faut l'avouer, il y a des choses qui détonnent des Marvel qu'on a pu connaître. Par exemple, le côté très humain, où on va dans l'intimité des héros. Voilà, la scénarisation et la trame de l'histoire restent quand même vachement différentes. Et donc pour ça, c'est à noter et c'est à me pointer du doigt. Mais pour le coup, ça reste quand même classique. C'est un Marvel, quoi. Bon je reste avec toi Emma parce qu'on trépigne d'impatience que tu nous éclaires justement sur la représentation des super-héros dans les séries au travers des années. Il est l'heure du focus d'Emma. X-Men, Avengers, The Dark Knight, depuis une dizaine d'années, les adaptations de comics se multiplient sur les écrans. Des plus connus aux plus confidentiels, tous les justiciers masqués ont eu droit à leur version. Mais chacun ont surtout connu leur évolution. En effet, les super-héros des années 50 ne sont pas les mêmes que celui de 2021. Comment ça, me demanderez-vous ? Comment ça ? Oh, un cœur, c'est beau, j'adore. J'en peux plus de ce running gag. C'est sympa. Dès 1952, à l'aube de l'histoire des séries, le plus célèbre de tous les héros de comics, Superman, connaît sa première adaptation télévisée, The Adventures of Superman. Incarné par George Reeves, le dernier survivant de Krypton défend la veuve et l'orphelin en se battant contre la mafia et les autres criminels de tout poil. C'est l'image qu'on garde aujourd'hui des super-héros, l'homme providentiel, celui prêt à tout pour défendre sa patrie, et dans la série Falcon et le soldat de l'hiver, par exemple, Falcon brave les explosions, les attaques des méchants québécois pour l'armée américaine. Et surtout, il est toujours heureux d'aider. Et ça, c'est très important pour un super-héros. C'est l'image classique. C'est beau. Et oui, c'est beau. Il y a cette scène très impressionnante, non, mais il y a cette scène petite mais qui marque où le mec demande une photo et il répond toujours un plaisir de pouvoir aider. Ouais. Et c'est ça en gros, il y a une façade qu'il doit garder et c'est ce qu'on disait avec ce que disait Florian, c'est parce qu'il a connu que ça, et c'est ce qu'on a connu que ça des super-héros. Mais les héros ont beaucoup changé dans leur représentation. Aujourd'hui, on se penche plus sur l'humain plus que sur le métier de héros. Et c'est ce qu'on voit beaucoup dans ce premier épisode de Falcon et le soldat d'hiver, avec Sam qui va être un personnage prédominant plus que son rôle de Falcon. Ce n'est plus le soldat d'hiver, mais c'est Bucky qu'on va voir, et on se file dans leur intimité, le rendez-vous chez la psy, les réunions de famille et tous les problèmes que ça va avec, en oubliant un petit peu le statut d'héros. Mais là, on pourra observer une réelle différence, c'est sur les pouvoirs des super-héros. Si le fond ne change pas, comme on disait, sur l'image du super-héros, la forme va prendre un tout autre tournant. Quand je parle de forme, je parle surtout de pouvoir. À l'origine, les super-héros naissent avec ces pouvoirs. Par exemple, Superman, ça vient de sa planète. Qui je peux prendre? Wanda, elle est née comme ça. Flash, il est né aussi en courant très vite. Wonder Woman est née comme ça aussi. Et c'est dans leur nature propre. Dans The Boys, il y a beaucoup cette idée, c'est ce qu'on essaye de montrer avec cet aspect très biblique et qui est très américain d'ailleurs. Les Américains, dans les Marvel, ils aiment beaucoup donner un aspect biblique à la chose. C'est Dieu qui a donné ce pouvoir et il les a choisis. Maintenant, on remarque qu'avec un peu d'argent, de science et de technologie, tout le monde peut devenir un super-héros. Falcon, par exemple, il vole grâce à des ailes mécaniques que Stark d'ailleurs fait évoluer, mais il n'est jamais né avec des ailes et la possibilité de voler. Iron Man et Batman, du côté cinématique, vont rester les meilleurs exemples, car on est riche, donc tout est plus simple. Autre exemple, on a Arrow. Ses pouvoirs, entre guillemets, viennent de son besoin de survie suite à un naufrage. Il a dû apprendre à s'en sortir tant bien que mal, d'où sa facilité avec les flèches. Ou encore, on a Daredevil qui fait de son handicap un pouvoir. Et comme dirait une certaine Kelly Clarkson, what doesn't kill you makes you stronger. L'accent est parfait. Je vous remercie, je l'ai beaucoup travaillé. Je ne pouvais pas aborder ce sujet sans passer évidemment par The Boys que je citais un petit peu plus haut. C'est la série qui va permettre de montrer une toute autre image des super-héros et qu'ils ne sont pas parfaits, qu'ils ont des problèmes comme tout le monde et qu'ils peuvent être des connards comme n'importe qui et qu'au final, c'est eux les méchants aussi de temps en temps. Falcon montrera un côté idyllique du super-héros et comment on peut devenir super-héros sans naître tel quel grâce à l'avancée technologique, alors que The Boys montrera que l'avancée technologique peut créer des super-héros, mais que ça peut devenir catastrophique surtout. Et c'est ce qu'on voit par exemple avec Bucky, qui est contrôlé par Hydra et qui du coup devient aussi une terreur et quelque chose de pas du tout positif et pas du tout héroïque. La technologie, ce n'est pas seulement bénéfique pour les héros, c'est aussi bénéfique pour les réalisateurs de séries sur les super-héros. C'est grâce à la technologie et aux effets spéciaux qu'on a pu aborder dans la série de Elsa qu'on peut voir des super-héros si modernes et si avancés scientifiquement parlant. Sachez qu'en 1977, une série L'Incroyable Hulk avait été réalisée et à l'époque, on ne pouvait pas transformer un homme en monstre gigantesque vert grâce aux effets spéciaux. Alors, ils ont fait appel à Lou Ferrigno, un acteur américain culturiste, bodybuilder, et on le peignait en vert. Donc je peux vous dire que le charme n'était pas le même, on n'avait pas aussi peur que ça. On avait un Hulk avec une perruque coupe au bol et peint en vert, ça nous donne envie, n'est-ce pas ?
Oui, totalement. Toujours. J'en doute pas. Et avec The Adventure of Superman, on accrochait George Reeves à des cordes pour le faire voler et souvent on pouvait les voir. Je pense qu'on peut dire que certaines fois, c'était pas mieux avant. Non, mais c'est très juste et c'est drôle de voir un peu, de remonter un peu l'historique et de voir ces séries qui parlent de super-héros. Mais justement, moi sur cette série-là, donc Falcon et le Soldat de l'Hiver, je me demande qu'est-ce que cette série-là pour l'instant nous apprend de ces personnages-là qu'on ne savait pas avant, en tout cas dans ce premier épisode, Elsa. Bah, déjà, toute leur psychologie et leur conflit intérieur. Ouais, on rentre plus dans Ouais. l'intimité Ouais. de qui ils sont. Bah exactement, donc, et puis là il y aura le temps de vraiment développer, c'est un focus sur leur personnage, donc pour moi c'est hyper important, surtout que vu que c'est pas les personnages vraiment, enfin ils ont quand même eu des films où ils étaient assez présents, mais c'était pas les personnages les plus principaux dans les films d'Avengers, Ouais, ils étaient etc. secondaires, Voilà, oui, secondaires, non, donc non c'est intéressant de mettre ces personnages-là en avant. Emma, ouais. Florian m'a pointé du doigt quelque chose tout à l'heure que j'ai trouvé très intéressant, c'était que les méchants vont devenir attachants dans cette série. On va limite prendre parti pour les méchants. Personnellement, je suis une grande fan de manga. Et pourquoi j'aime les mangas, c'est parce que il y a jamais réellement de gentils ni de méchants. Le point de vue des méchants est beaucoup abordé et on s'attache à eux et on comprend pourquoi est-ce qu'ils font ça. Et c'est ce que je reproche beaucoup aux films américains ou aux séries américaines, c'est qu'en général, les gentils c'est les Américains, les méchants c'est les autres. Et c'est ce que j'attends des séries actuellement, c'est de montrer un peu plus d'ambiguïté et de dualisme. Et c'est ce que je trouvais ici, par exemple, à Bucky, qui reste quand même quelqu'un qui a fait des horreurs, on peut le dire, dans sa vie avant c'était quand même un peu un connard, et qui essaie de se repentir et qui du coup devient plus attachant. Et du coup j'ai hâte de voir aussi ce que tu disais Florian, comment on va donner cet aspect plus humain aux méchants. Florian. J'allais parler exactement de la même chose sur les méchants. Pour revenir sur les Flag Smashers, par exemple, on peut faire un parallèle avec des entités qui existent aujourd'hui, comme aux États-Unis avec QAnon. Oui, c'est les terroristes de l'épisode. Exactement, oui, pardon, pour les Flag Smashers, contextualiser. et qui vont revenir pendant toute la série. Donc, on peut faire un parallèle avec QAnon ou avec les Proud Boys qui avaient été soutenus par Donald Trump. Donc, il y a des gens qui vont se retrouver là-dedans. Et de la même façon, l'US Agent, John Walker, il représente une forme de patriotisme et d'exceptionnalisme américain selon lequel les meilleurs, les plus justes sont ceux qui doivent être suivis par le monde entier. Le personnage de John Walker, c'est un soldat américain beaucoup décoré à qui on va confier ce bouclier. Et c'est pas fou de se dire que on confie des pouvoirs de super-héros à un soldat qui défend la patrie. Donc il y a des gens qui vont se retrouver là-dedans et tout la problématique va se situer là de qui sont les vrais héros, qui sont les vrais méchants. Mais justement, ce personnage-là, il renvoie pas mal au personnage du protecteur dans The Boys. C'est vraiment ce héros américain patriotique qui est censé être le modèle de vertu. Et j'imagine, avec Falcon et le Soldat de l'Hiver, on verra que c'est pas forcément le cas. Emma. Dans la série The Boys, bon, on parle pas de ça, mais c'est quand même. Je me suis beaucoup identifiée au personnage de Stella, par exemple, Starlight en anglais, parce qu'elle est complètement désillusionnée quand elle se rend compte de l'envers du décor. Et je trouve que c'est un peu ce qu'on attend, nous aussi, les téléspectateurs actuellement des séries de super-héros, c'est d'enlever toutes ces illusions et tous ces déjà-vus qu'on peut connaître. Et je pense que sur ça, peut-être que Falcon et le Soldat de l'Hiver pourraient nous étonner. Est-ce que Falcon et le Soldat de l'Hiver, ça innove un peu au niveau du scénario dans le récit inhérent aux histoires de super-héros? Est-ce que ça nous amène vers quelque chose qu'on ne connaît pas, où on retrouve un peu les rails classiques, Elsa? Bah, alors moi je suis surtout familière des séries de CW, donc tout ce qui est Smallville, Green Arrow, et en fait le scénario c'est presque comment dire, pas du drama, mais c'est de petites volées, enfin c'est écrit de manière à ce que c'est un peu comme de la telenovelas des fois, c'est facile. Et du coup, c'est hyper intéressant d'avoir une construction vraiment faite avec des scénaristes de cinéma ou autres. Et vraiment, bah, du coup, ça apporte quelque chose de sérieux et un ton dramatique qui, pour moi, manquait souvent dans les super-héros CW. Florian. Les séries de CW, c'est plutôt les héros DC Comics. Et toutes ces séries-là, elles sont écrites par presque un seul et même mec, c'est Greg Berlanti, dont on avait parlé dans Love Victor. Donc c'est peut-être aussi pour ça que tu retrouves cette écriture d'accord. à l'eau de rose. Mais effectivement, toutes les séries, que ce soit Flash, que ce soit Arrow, que ce soit comment il s'appelle, Black Lightning, sont un peu sur ce même modèle. Et c'est vrai que ça dénote vraiment. Mais par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, notamment sur ce parallèle entre le protecteur et l'US Agent, moi je trouve qu'il y a quelque chose de très fort sur
sur la place justement des Noirs dans l'armée, parce que sur sur cette série et sur le Marvel Cinematic Universe de manière générale, on a des chefs militaires noirs qui sont d'éminents chefs militaires, qui ne sont pas relégués au rang de second couteau. Sam Wilson en est un, Rhodey, qui joue donc War Machine, l'acolyte de Tony Stark, en est un aussi, et il y a souvent pourtant un effacement de la participation des Noirs dans l'armée, alors que les Noirs se battent et meurent dans les guerres américaines depuis des siècles, et je pense que ça va être quelque chose de très fort, surtout pour cette communauté. C'est peut-être pour ça que pour nous, ici en France, on a un petit peu plus de mal à le sentir, mais je pense que cette série va être très importante pour cette communauté, comme Black Panther l'a été, surtout en ce moment, par rapport à ça. Et est-ce que vous pensez pas que l'enchaînement de tous ces films de super-héros, de toutes ces séries qui se multiplient autour des super-héros, est-ce que ça va pas finir par lasser un peu les spectateurs, Elsa ? Moi j'ai l'impression qu'on se dit ça depuis 10 ans. Exactement. Et, et ça ne lasse personne. Exactement. Après, souvent, je vois, moi, plutôt pour l'histoire du cinéma, il y a eu des périodes qui étaient souvent celles-là, quand même, une décennie, voire plusieurs, je sais pas, de western, où ça a été à la mode. Moi, de 10 ans, ça me semble encore assez petit, hein, comme laps de temps. Ça m'étonnerait pas que ça tienne encore 5 ans, et que dans 5 ans, pour le coup, ça lasse. Emma ? Moi, je pense que tant que le scénario et l'idée de fond changent, ça lassera jamais. Si les super-héros peuvent être un prétexte pour parler d'autres sujets, comme là, Falcon et le Soldat d'hiver le sont, on va jamais se lasser. C'est un peu ce qu'on disait pour The Queen Gambit, c'est un prétexte pour parler d'un autre sujet. Et si les super-héros servent à ça, pour moi, on s'en lassera pas. Florian ? Je pense qu'on va pas s'en lasser non plus, parce que justement, si on ancre la série dans le réel, si on humanise les personnages, c'est justement comme ça qu'on va se détacher de ce côté super-héros. Il se trouve que les héros ont des super-pouvoirs, mais s'ils en avaient pas, ce serait pareil. C'est juste que les scènes d'action seraient très différentes, effectivement, ça volerait peut-être pas dans les airs, mais ce serait James Bond. C'est très accessoire le fait qu'on soit avec des super-héros. Les vraies problématiques de cette série sont ailleurs. Très bien, bon bah justement, avant qu'on passe au cliffhanger et je vous poserai la question fatidique, s'il faut oui ou non continuer à regarder la série, j'aimerais bien que Florian, on se tourne vers toi pour que tu nous dises un peu quelle série ou quel film, quelles œuvres en tout cas pourraient aimer nos auditeurs s'ils ont aimé Falcon et le Soldat de l'hiver. Il est l'heure des recos de Flo. Et donc je le disais il y a juste une seconde, cette série, plus qu'une série de super-héros, c'est une série de type buddy cop ou buddy two-hander. C'est donc une série où on va voir un duo résoudre leurs enquêtes, entre guillemets. Donc si vous avez aimé ce premier épisode de Falcon et le Soldat de l'hiver, et si vous aimez la série en entier, vous pouvez évidemment regarder des films comme L'Arme Fatale, comme Bad Boys, même comme Rush Hour, dans un registre un peu plus léger. Et vous pouvez aussi regarder les séries qui ont été faites de ces films-là, de L'Arme Fatale ou de Rush Hour, où on a ces duos plus ou moins comiques, mais qui vont résoudre une grande histoire et des petites histoires dans chaque épisode, avec toute une armée de méchants, que ce soit comme ici des entités terroristes ou des antagonistes un peu plus proches. Donc je pense que vraiment on est sur ce modèle-là de série. Si vous voulez en plus de ça y rajouter le côté super-héros, vous avez évidemment Gotham qui traite de super-héros, mais dans un point de vue extrêmement réel, puisqu'on s'intéresse surtout aux origines du commissaire Gordon. Donc on a toute la liste de personnages de Batman, mais d'un point de vue beaucoup plus terre-à-terre. Et si par exemple ce qui vous a le plus intéressé dans toute cette intrigue, c'est le côté série post-blip, post-éclipse, le moment où tout le monde a disparu et tout le monde est revenu, et ben là forcément je vous recommande The Leftovers, où c'est exactement le principe. On a un certain pourcentage de la population qui a disparu. Je crois que dans The Leftovers c'est pendant 3 ans, il me semble, et ils reviennent 3 ans après. Il faut que tout le monde réapprenne à vivre ensemble, donc là on est vraiment dans les mêmes caractéristiques. Il y avait déjà un peu ça dans la série Les 4400 qui passait, je me sens, sur M6, où il y avait 4400 personnes qui avaient disparu et qui revenaient des années plus tard, d'ailleurs avec des super pouvoirs. Tiens, ça fait pas mal écho finalement à cette série là. Mais bon, merci pour ces recommandations Florian. Maintenant il est là, l'heure fatidique du cliffhanger. Faut-il oui ou non regarder Falcon et le Soldat de l'hiver, Elsa Morel ? C'est divertissant au début, c'est profond par moments, il y a des enjeux politiques comme l'a dit Florian, donc moi ça va être un oui. Emma ?
Alors, sachez que mon avis a légèrement changé pendant cet épisode. Non, je regarderai pas la suite. Mais Non, C'est un nom. attendez, je Mais- sais, parce qu'il y a des arguments qui ont été apportés que effectivement je n'avais sûrement pas vu pendant l'épisode parce que je me suis fait chier pendant l'épisode, je me suis emmerdée. C'était long pour moi. Pour vous dire, je regardais avec un ami l'épisode et à la fin il se tourne vers moi, il fait alors t'en as pensé quoi? Je fais bah écoute, ça existe. C'est là, voilà. Je ne voyais pas l'intérêt et en vous écoutant en parler, effectivement, il y a des choses qui sont réapparues qui sont intéressantes, je ne peux pas le nier. Mais je regarderai si vraiment j'ai rien d'autre à faire. Et sinon, j'irai voir les spoilers sur internet. Donc c'est plutôt non, Florian. Je vais te donner mon avis, mais je vais finir de convaincre Emma justement de C'est regarder non. en 15 secondes parce qu'il y a des choses qui ont fuité. On sait que dans le Marvel Cinematic Universe, on a des nations fictives comme la Sokovie ou le Wakanda. Il y en a une autre qui arrive, c'est Madripoor. Madripoor, ça existe dans les comics. C'est une île qui est importante, mais surtout qui est reliée aux X-Men parce que c'est le repère, l'île de Madripoor, de Wolverine. Et donc, on se dit que c'est peut-être le début du rapprochement puisque les X-Men existent au cinéma, mais pour l'instant, elles ne sont pas intégrées au Marvel Cinematic On Universe. nous a déjà fait le coup pendant WandaVision. Tu verras, Ça c'est mal Madripoor. terminé cette histoire. C'est quoi? Ah. Je regarderai sur internet si c'est vrai et je regarderai Voilà. si c'est vrai. Et Non, aussi, vraiment. on a fuité qu'on pourrait avoir des personnages de la phase 1 des films qui pourraient revenir. On a déjà vu Don Cheadle qui joue donc Rhodey, et on pense qu'il va y en avoir d'autres. Et petit big up au générique de fin qui contient plein d'indices et d'easter eggs. Il y a notamment la date du 16 décembre 91 qui est reliée à l'assassinat des Stark. On a la formule qui permet de prendre le pouvoir sur le soldat de l'hiver. Et on a aussi les mots Power Broker. Power Broker dans les comics, c'est un scientifique qui a fait des super soldats illégaux, un peu comme Captain America mais illégaux, et on va voir, je pense, dans la série que c'est de là que l'US Agent tire son pouvoir. Donc je pense qu'il y a encore énormément de choses à voir. Et donc, pour toutes ces raisons, moi je vais continuer de regarder. D'accord, très bien. Bon, moi, en ce qui me concerne, je vais continuer à regarder, mais parce que j'ai pas grand chose d'autre à faire. Ah. Non, mais j'ai plein de séries à te conseiller hein, C'est si le- tu veux. Non, mais parce que ça lisez des m'intéresse. livres, alors, je ne sais pas. mais- Le truc quand on s'est pris au jeu du Marvel Cinematic Universe, c'est qu'on a envie de se dire bon bah j'ai vécu tout ça, j'ai vécu tous ces films, je vais quand même regarder où ça continue. Oh, Donc bah, je vais regarder. Je pense qu'effectivement la suite peut être plus intéressante, notamment on l'a dit sur les thèmes sociaux. Je pense qu'il y a des choses, mais il manque un peu d'action et d'enjeux, de vrais enjeux pour moi, qui j'espère vont arriver au cours, et peut-être avec les X-Men ou encore avec je sais plus ce que tu as cité d'autres. Ah, et aussi il y a Daniel Brühl, si je dis pas de bêtises. Ouais. Oui, bien sûr. Alors qui je reprend suis un fan très très fort de Daniel Brühl. Très bien. Ah, donc j'adore Il Daniel reprend Brühl. son rôle du baron Zemo qu'on voit Voilà. dans Civil War. C'est ça, et j'ai beaucoup aimé le personnage. J'adore Daniel Brühl, donc rien que pour Daniel Brühl, je regarderai entièrement Falcon et le Soldat de l'hiver. En tout cas, vous, chez vous, vous pouvez nous dire sur notre compte Twitter ou Instagram, épisode 1 podcast, Facebook aussi d'ailleurs, je ne t'ai pas cité, mais c'est possible. Votre avis, est-ce que vous voulez regarder, si vous l'avez vu ou pas, ce que vous en avez pensé, et sinon, est-ce que vous voulez regarder Falcon et le Soldat de l'hiver? Mais restez avec nous, car on va vous mettre un petit peu au défi dans un petit blind test. C'est rien, blind test en plus spécial aujourd'hui, on l'a pas encore fait celui-là, préparez-vous. Vous pouvez jouer en tout cas chez vous, tout seul ou entre amis, c'est fait pour tout le monde. Et il y a un enjeu en plus, parce que pour le prochain épisode, celui qui remportera choisira la série qu'on traitera. Emma, t'avais remporté le dernier épisode, tu as donc choisi Falcon et le Soldat de C'est ça. l'hiver. Ça lui a pas trop Et réussi, d'ailleurs- du coup. J'aimerais dire à nos internautes, jouez ça aussi, comme ça le prochain, celui qui gagne, choisira la série que vous regarderez tous ensemble. Et voilà, prochaine fois. il y a des, on peut créer des petits challenges comme ça. Mais en tout cas, il est l'heure donc du blind test. I accept that challenge. Challenge accepted. Bon, si vous acceptez ce challenge, je vous propose aujourd'hui un blind test générique de série remixé pour la Oh peine. non. Vous allez découvrir des génériques de séries Bon, là, il faut que je gagne. sous des formes très différentes. Ça vous permettra de choisir la série qu'on traitera dans 2 semaines. Là, cette fois-ci, on ne revient pas dimanche prochain, mais le dimanche suivant avec un nouvel épisode. Vous êtes prêts? Vous me dites G dès que Oui. vous pensez avoir Ok. le titre de la série. C'est ce que je recherche. Et puis voilà, ça vous rapportera un point. On commence? Oui. Oui. Allons-y. J'ai Vas-y. Game of Thrones. Eh ben, on va voir. A priori, c'est possible. C'est ça, Ah. voilà. Bravo. Bien joué. Ça En commence. Handpon. J'aime beaucoup, je trouve ça très beau comme version. C'est réussi. Un premier point pour Emma qui est une terreur. Le un taquet peu ces des- derniers temps. Des blind tests. Non mais dans Club 5, je me faisais à chaque fois terminer. Ouais. Et là, j'ai décidé que je me rattrapais ici. C'est pour ça qu'on a créé ce podcast série. On s'est dit, il faut qu'Emma gagne Vous les ne savez blind pas, c'est tests. truqué en fait. Exactement. On y va pour le second. J'ai Vas-y. Bah Marvel. Non.
Marvel. Marvel. Une série, Non, la série Marvel. Le générique Marvel. Ah, il y a Captain Marvel comme série, mais non, c'est pas ça. Ah, Merde. C'est Elsa, je Non, crois. j'ai fait A et en fait elle a dit G. Ah, bon, on va quand même te laisser Les pas. Simpsons Oui, Putain, les mais Simpsons. non, j'avais dit Ah. C'est le A, c'est juste que. Allez, J'avais quand même, dit faut- avant. Non, mais C'est tu venais de donner une M'en réponse. fiche. Et M'en alternons un peu quand il y a une égalité. Un point pour Elsa. Effectivement, les Simpsons, on peut se l'écouter si vous voulez. Ça fait super épique. De ouf. C'est la version épique C'est tout à sympa. fait du générique des Simpsons. Un pour Elsa, un pour Emma. Ça va, Florian. Oui, et toi? Eh ben, ça va bien. Super. Allez, celui-là, tu peux l'avoir. J'ai Vas-y. Breaking Bad. Breaking Bad, voilà, mais cette forme d'Emma Salvarelli. Bravo. Ah oui, c'est pareil, la version un peu épique, on peut. On reconnaît un peu les instruments, un peu. Il est pas évident celui-là, c'est bien joué. 2 points pour Il Emma. faut, un pour il faut que Elsa. j'arrête de passer les intros sur. pendant la série. Il faut que C'est ça, le t'écoutes, problème. faut que tu passes du temps à écouter les génériques. Allons-y pour celui-là. J'ai. Desperate Housewives. Non. Non. J'ai. Oh non, ah non, mais ah tu non, je t'en m'as supplie. fait rire. Ah non, je t'en supplie. Désolé, c'est pas Ah toi, non, je t'en Florian. supplie. T'as pas le droit. C'est Emma qui l'a dit, c'est Emma. Oh, I Met Your Mother. Exactement, ouais. C'est Emma, on a dégueulasse. version a cappella, c'est sympa. Bam, bam, Eh, bam. c'est Florian, toi qui es un grand fan, c'est Sur les décevant. rotules. Hein, je me Ah, ça permets. m'a saoulé. On le fera un jour au Ahmed, parce que Ouais. c'est J'espère très bien, intéressant aussi. En série vintage, on se l'écoute a cappella. Voilà, on aime bien. Bon, bah alors, on est déjà à 3 points pour Emma, 3 points pour Emma, Qui 1 me point peut pour Elsa, Qui 0 me peut pour Florian. Non, j'ai un point d'Hawaii Met. Non, tu ne l'as pas, mais par contre, tu peux avoir un point avec celui-ci. Ouais, pour l'instant, personne. Cette version métal. Sans blague. Merci. J'ai cru que c'était du classique. Merci Emma. Tin, 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 vous voyez pas Ah si, c'est beaucoup mieux comme ça. Tin, 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 tin. Je sais pas si la suite va vous aider hein, parce que le truc est dedans. Hein. Ah mais c'est là. Ça fait Ah, mais putain. une série Netflix. Ah, y a personne pour l'instant. Non, ouais. Une série Netflix dont on attend la 4ème saison. Qui ne se passe pas aujourd'hui. Une série un peu vintage, rétro. J'ai Vas-y. The Crown. Non, pas du tout. C'était au hasard, hein. Une série avec. Qu'est-ce que je peux dire? Avec une actrice. J'ai Oui, vas-y. The Queen Gambit. Non plus, elle va devoir toutes les séries Netflix. Totalement. Il y a eu 4 saisons, grand succès, c'est dans vraiment les Oui. séries stars de. vas-y. Stranger Things. Voilà, les Ah, séries phares de Netflix, Stranger Things, exactement. Si, On j'ai reconnaît le générique quand même. Vous avez été. là, ça vous a pas Non, plu. non. Se remixer, ça vous a perturbé un peu. Ouais. Bon, 2 points pour Elsa, 3 pour Emma. C'est encore Bam, Emma qui bam, va bam. décider de la Je suis prochaine série. c'est dégoûtée. fou. How I Met, je l'avais. j'ai Moi juste aussi. bugué. C'est juste trop Ah, lent bah, en bah. fait. hein. Oui, c'est peut-être ça. Va peut-être falloir travailler votre Je suis rapide. extrêmement, Faites comme moi, prenez déçu. la coke. Ah bah, bien sûr, très bien. Les bons Bravo. conseils En tout d'Emma, cas, tu sais. Ne prenez pas de la coke et bravo Emma, tu pourras choisir la prochaine série. C'est pas la coke, le LSD c'est pas mal. hein. Elle va nous faire toutes les Quel drogues. enfer. Bon, épisode 1, c'est donc terminé pour aujourd'hui. Merci à tous nos serial killers du jour. Merci à Pierre-Emmanuel et Plaisir. Guillaume de Sunday Night Productions. Et n'hésitez pas à partager au maximum épisode 1, enfin, de nous donner de la force. Et vous pouvez nous suivre sur notre compte Instagram, par exemple, épisode 1 podcast, où il y a plein de contenus exclusifs, dont Elsa qui nous prépare des petites infos que vous n'avez pas forcément pendant l'épisode. Ça arrive après la diffusion de l'épisode. On apprend toujours des choses grâce à Elsa. Et ça c'est fort. À défaut d'avoir les réponses au quiz, au moins elle a les infos. hein. Les infos. Elle est trop sûre d'elle. Il Ouais, va falloir Emma, qu'on la remette en place. Eh, excusez-moi, ça fait 4 Bah, fois que je Il va y gagne. avoir une alliance entre Florian et Elsa. On peut pas pour- cumuler nos points. Bah, avec il a Florian. 0 donc ça n'aide pas. Ah, merde. 0 plus 2 ça fait 2 toujours. Ça fait combien? 2. Ouais. Bon voilà, merci à vous tous d'avoir écouté ce podcast. On se retrouve très vite avec une nouvelle série, un nouvel épisode 1 et de nouvelles infos.